Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi en partenariat avec La Tribune. Marie Lyon, rédactrice en chef de La Tribune en Auvergne-Rhône-Alpes, m'accompagne chaque semaine. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Antonin Guy, fondateur de Weekend. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, on débute avec l'info de la semaine dans Lyon Business. Et le préfet qui a décidé de prendre les choses en main, il va réunir le maire de Lyon, le président de la métropole et le président de la région pour évoquer le dossier de l'extension du siège d'Interpol. Interpol qui est basé à Lyon depuis 1989. Un projet est en cours. Il pourrait coûter jusqu'à 50 millions d'euros. Alors l'État s'est engagé à financer à hauteur d'un tiers cette extension. Les deux autres tiers sont pour les collectivités. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui vient de demander de nouveau d'ailleurs aux collectivités de s'impliquer. Ce à quoi a répondu Grégory Doucet qu'il attendait un projet clair et précis pour engager les deniers publics. Bruno Bernard, lui, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. Marie, au-delà des querelles politiques, en quoi est-ce important justement pour la ville de Lyon, la métropole et même pour la région d'abriter encore le siège d'Interpol? Qu'est-ce que ça nous apporte réellement? Alors s'il faut rappeler qu'effectivement cette institution a son QG à Lyon, elle avait été créée à Vienne à l'époque en 1923 et elle était passée également par Paris et Saint-Cloud. Alors pour quel impact économique? Interpol est finalement un organe politique qui participe au rayonnement de la France. Gérard Collomb avait lui-même affirmé qu'il faisait de Lyon la capitale mondiale de la coopération policière. Et malgré son côté secret, on a tout de même quelques chiffres. Par exemple, l'extension de ses effectifs qui sont passés de 250 agents à Lyon à 730 aujourd'hui, mais également une moyenne de visiteurs de 7000 personnes internationales accueillies avant le Covid. C'est quand même beaucoup moins que l'OMS qui était à 20 000 passages par an. Et on sait aussi que ces dépenses sont réalisées aux 3/4 de manière annuelle en France et que 90% d'entre elles vont directement à l'économie locale. C'est ce que nous dit Interpol. Donc en 2020, ça représentait des dépenses avoisinant 133 millions d'euros, ce qui fait dire à Interpol que ces impacts directs et indirects sont chiffrés à plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Alors c'est donc un symbole, mais aussi un poids lourd de l'économie locale qui agite aujourd'hui le chiffon rouge d'un possible déménagement. Tout ça peut-être vers les Émirats Arabes Unis. Et on suivra cette histoire donc qui est loin d'être terminée. Réunion donc demandée par le préfet qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. On passe à l'invité de Lyon Business. Antonin Guy, vous avez fondé WeCount en 2020, une société qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Vous leur proposez des outils pour mesurer, pour réduire leur empreinte carbone. Comment ça fonctionne ? Effectivement, le constat qu'on a fait quand on a lancé WeCount, c'est qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui, de structures de manière générale, qui veulent accélérer leur transition bas carbone. Il n'y a qu'à allumer la télé ou allumer la radio pour s'en rendre compte. Par contre, dans la réalité, il y en a très peu aujourd'hui qui ne serait-ce que mesurent leur empreinte carbone, font ce qu'on appelle un bilan carbone. Et donc du coup, nous, le problème auquel on a voulu s'adresser, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on va aider toutes ces personnes qui veulent avancer, mais qui sont bloquées parce qu'elles ne trouvent pas les bons outils, les bons dispositifs pour passer à l'action. Et donc concrètement, on fait deux choses. On a développé une plateforme de comptabilité carbone qui va permettre aux entreprises de mieux mesurer et plus facilement leur empreinte carbone et de vraiment internaliser cette expertise. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est des programmes de 3 mois assez uniques dans leur genre d'accélération de la transition bas carbone qu'on monte de manière collective. Donc on va réunir 10-15 acteurs ou entreprises de la même région ou du même secteur qu'on va accompagner dans la réalisation de leur bilan carbone et la définition de leur stratégie climat. Alors on va parler évidemment dans un instant concrètement de ce travail que vous faites auprès des entreprises, mais d'abord vous nous évoquiez le bilan carbone. Peut-être pour ceux qui nous regardent, ça ne parle pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un bilan carbone et comment on le mesure ? Alors, un bilan carbone, c'est effectivement comprendre l'impact carbone de son entreprise, donc les émissions liées à ses activités de manière directe ou indirecte. Donc typiquement, pour BFM ici par exemple, ça va être le chauffage, ça va être l'électricité. Donc comment on va le mesurer? On va rentrer sa facture de chauffage ou d'électricité dans notre plateforme, et donc du coup on va calculer derrière les émissions de CO2 associées à ces postes. Puis ensuite, il y a toutes les émissions indirectes, qui sont souvent très importantes, qui peuvent représenter jusqu'à 80% de votre bilan carbone, qui vont être finalement toutes les émissions qui viennent de votre chaîne de valeur. Donc ça va être typiquement comment moi je suis venu ici aujourd'hui, comment vous êtes venu ici sur le plateau, tout ce que vous avez pu acheter, tout ce que vous allez vendre si vous êtes une entreprise qui produit des objets,
Donc ça va être effectivement toutes ces émissions indirectes qui vont venir autour de votre cœur d'activité. Et en fonction peut-être des activités, est-ce qu'il y a des leviers communs, justement des dénominateurs communs qu'on retrouve dans chaque entreprise sur lesquels on peut agir? Alors il va y avoir des leviers classiques sur par exemple la performance énergétique des bâtiments, ça on les retrouve partout. Des leviers liés au déplacement des salariés ou des clients, ça ils sont assez communs. Et puis ensuite on va quand même différencier d'un côté les entreprises du secteur tertiaire et puis les entreprises du secteur industriel. Et là, quand on rentre dans le monde industriel, ça va être quand même relativement spécifique à chaque industrie pour réduire son empreinte carbone. Une fois que ce bilan carbone, il est fait, comment vous travaillez concrètement avec les entreprises? J'imagine qu'il y a des objectifs qui sont fixés. Comment vous les aidez? Oui, alors effectivement, alors c'est pour ça qu'on s'appelle WeCount, c'est de dire la première étape, c'est on comprend son empreinte carbone, on comprend les ordres de grandeur pour ne pas se tromper de sujet, pour adresser les bons sujets. Et donc concrètement, après ça, on va définir une trajectoire et se dire si moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, je veux respecter les accords de Paris, dont on entend beaucoup parler en ce moment, à combien je dois être en 2030 par exemple. Et donc là, c'est des méthodes internationales qui existent, qu'on applique pour dire vous devez être à moins 30, moins 40% en termes d'émissions de CO2. Et parmi les acteurs de votre première promotion, on compte de grands noms, on compte par exemple Adecco Group, Navia, Bayer France. Finalement, est-ce que ça nécessite que les grands montrent l'exemple dans ce type de filière? Est-ce qu'il y a une notion de benchmark qui devient importante? Je pense qu'il faut aujourd'hui, en tout cas nous c'est le rôle qu'on s'est donné également, de mettre en avant toutes les structures qui sont pionnières dans le domaine, toutes les structures qui sont en avance et qui vont réussir à inspirer les autres. Et effectivement, de les mettre en avant, ça peut susciter l'envie pour les autres, que ce soit à l'échelle d'un territoire comme Lyon ou d'une filière, de se dire moi aussi il faut que j'avance. Est-ce que c'est forcément des grandes entreprises qui sont pionnières justement aujourd'hui, ou est-ce qu'on a aussi des petites entreprises, des PME? On voit de tout. On voit de tout et en termes de niveau d'implication, effectivement, que ce soit de la grande entreprise, la toute petite structure, on voit le même niveau d'énergie qui peut se véhiculer. Et donc un exemple que je peux donner, c'est on a travaillé avec un club de jazz qui s'appelle le Périscope, ils sont moins de 10 et honnêtement ils ont mis une énergie et ils ont une motivation à agir sur le sujet qui est assez incroyable. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'urgence climatique, les entrepreneurs sont finalement bien conscients, beaucoup plus qu'on pourrait le penser jusqu'ici? Est-ce que finalement le greenwashing dont on pouvait parler il y a quelques années n'est plus grâce à ce type de mesures? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée et je pense qu'il y a vraiment différentes étapes. Il y a comprendre son empreinte carbone. Et ça, on a du retard là-dessus, mais ça commence à accélérer quand même. Il y a définir une trajectoire de réduction. Et puis après, finalement, le plus compliqué derrière, c'est de se mettre en mouvement. Et quand on cible des objectifs à 2030, souvent cette mise en mouvement va impliquer un vrai changement dans son business model. Et c'est là où ça devient très compliqué. Alors aujourd'hui, on est au cœur de l'actualité avec la COP26 qui se déroule en ce moment à Glasgow. Toutes les plus grandes puissances mondiales réunies, à l'exception de la Chine, de la Russie et du Brésil. Beaucoup disent qu'il n'y a pas grand-chose finalement à attendre de cette COP26, de cette nouvelle conférence pour le climat. Est-ce que vous êtes sceptique, vous aussi? Alors si on voit déjà les côtés positifs, je pense qu'il y a quand même une vraie mobilisation des États sur le sujet. Je pense que la raison qui explique cela, c'est qu'en fait, on sent de plus en plus les impacts du réchauffement climatique sur des grands pays comme la Russie, comme l'Inde, comme la Chine, qui même si elles ne sont pas là, ont défini des objectifs assez ambitieux sur le sujet. L'Inde qui a déclaré vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2070. Est-ce que c'est pas trop tard, ces objectifs? Alors effectivement, tout ça se peut se discuter, mais je pense qu'il y a une vraie dynamique positive dans ce sens-là. D'un autre côté, là où je suis beaucoup plus sceptique, c'est qu'en 2015, on a eu cette même effervescence. Donc, plus de 150 pays se sont dit on va tous réduire nos émissions de CO2. Et quand on fait le bilan aujourd'hui, et ça on en parle très peu d'ailleurs, aujourd'hui, depuis 2015, malgré toutes ces ambitions, les émissions de CO2 augmentent année après année. Covid mis à part, elles augmentent, que ce soit au niveau mondial ou au niveau France. Donc en fait, on peut quand même douter de la capacité de ces grands États à réellement mettre en œuvre les objectifs qu'ils vont afficher. Et puis ensuite, quand on se fixe un objectif à 2070, c'est quand même très loin. Et l'engagement finalement a assez peu de valeur parce que qui va aller les chercher dans 50 ans? On a aussi la question de l'énergie et notamment de la sortie du charbon qui est beaucoup au centre des discussions. Mais en face, on a les coûts d'énergie qui grimpent. Est-ce que finalement, c'est pas une menace pour la transition énergétique? Est-ce que des pays vont pas faire marche arrière? C'est une des craintes qui peut être partagée parfois sur ces questions d'énergie. Que le coût de l'énergie augmente, finalement, oui, c'est difficile. Et notamment, on l'a vu pour les ménages les plus modestes, il faut trouver des solutions. Par contre, ça va quand même dans le sens de l'histoire de se dire qu'il faut qu'on soit plus sobre de manière sur la consommation énergétique. Donc effectivement, c'est un encouragement. C'est plutôt un encouragement, oui. Merci, Antonin
Guy, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. On va terminer cette émission avec le chiffre de la semaine. Ce chiffre, Marie, c'est 1 million d'euros. C'est le prix du démonstrateur que souhaite mettre en place le fabricant de navettes lyonnais SupraWaves. Oui, après 6 années de R&D et des études de faisabilité pour les collectivités, ce Lyonnais veut passer à la vitesse supérieure. Alors pour rappel, son projet était de construire des navettes autonomes et suspendues par un rail. Un pari audacieux qu'il souhaitait installer le long des autoroutes et des grands axes urbains. Alors l'objectif, c'est de proposer aussi du transport à la demande qui peut aller très vite puisqu'on est plutôt à une centaine de kilomètres/heure. Et contrairement au métro ou au câble, toute l'intelligence serait embarquée non pas dans le réseau, mais dans les navettes. Alors pour démontrer son concept et surtout sa faisabilité, il vient de recevoir des financements. 300 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 400 000 euros de la part de BPI France et BNP Paribas. Alors la prochaine étape pour lui sera de monter une ligne pilote d'une 50aine de mètres et ce sera en Auvergne-Rhône-Alpes, a priori pour courant 2022. Vous nous en reparlerez. À suivre. Merci Marie, merci Antonin Guy d'avoir été avec nous dans Lyon Business. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, mardi prochain. En attendant, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.